Et si il existait une recette pour rendre n'importe quel jardin productif et résilient? Dans ce podcast, tu vas comprendre pourquoi et comment changer de regard pour aménager ton jardin, ton potager et tes plantes pour avoir un jardin productif quoi qu'il arrive. On parle de sécheresse, on parle de canicule, de catastrophes naturelles, de gelées, de maladies, d'invasions de ravageurs. Voilà, on va voir comment rendre ton jardin résistant à tout ça, tout en restant productif. Donc reste bien jusqu'à la fin. Je te donnerai aussi quelques conseils pour bien appliquer ça dans ton jardin, dans l'aménagement de ton jardin. Et j'ai aussi une petite annonce pour t'aider à faire tout ça. Donc on va avoir pas mal de notions dans ce podcast. On va parler de robustesse, on va parler de résilience, on va parler de coopération, de collaboration, toutes des choses qui m'ont été aussi inspirées par Olivier Amand. Je te renverrai vers une de ces interviews qui m'a inspiré ce podcast. Et voilà, Olivier Amand, c'est un biologiste qui a une façon de parler de la résilience, de la robustesse, tout ça, qui est vraiment hyper intéressante. On va voir pourquoi ici dans ce podcast et on va voir comment aussi l'intégrer, comment s'en servir pour nos jardins. Donc déjà, j'ai une première question. Est-ce que ton jardin, il est conçu pour résister aux imprévus? Le problème, en fait, c'est quand on pense à un jardin, on va réfléchir à voilà, tout va bien. Il y a le printemps, il y a les giboulées de mars, il y a les seins de glace au mois de mai, ensuite il y a l'été. Voilà, vraiment, on imagine son jardin dans le cas où tout va bien. Et en fait, il faut plutôt faire en sorte de pouvoir résister aux imprévus. Et c'est ça qu'on appelle la robustesse, entre autres, et aussi la résilience. Et voilà, donc tu peux appliquer cette stratégie et t'adapter d'année en année. Tu peux dire, bah voilà, moi je vais réfléchir à mon jardin comme si tout allait bien, et puis quand il y aura, je sais pas, une inondation ou la sécheresse, bah là je verrai, je m'adapterai, et puis tout va bien se passer. Tu peux faire comme ça, tu vas perdre pas mal de temps, tu vas aussi perdre pas mal d'énergie, tu vas aussi perdre du courage. À part, voilà, si tu es vraiment motivé et tu as le temps devant toi, tu peux appliquer cette stratégie. C'est ce que la plupart du temps on fait. Mais souvent on en revient et on perd pas mal d'années. Et du coup, le but, c'est aussi de te donner des clés pour justement voir les choses autrement. Et justement, est-ce que ton jardin il est vraiment conçu pour résister aux imprévus? Il y a des raccourcis pour rendre son jardin un peu plus résilient sur le court terme, sur le moyen terme, mais aussi le très long terme. Donc vraiment, comprendre la résilience et la robustesse, c'est important. Donc c'est ce qu'on va essayer de voir maintenant. On va voir quelle est la différence déjà entre la robustesse et la résilience. Donc comme je disais, la robustesse, c'est le concept d'Olivier Amand. Je t'invite à aller voir tout ça. On va pas faire un résumé ici. Et la résilience, c'est aussi un mot qui était quand même assez à la mode, qui est un petit peu moins aujourd'hui, mais qui a tout autant d'importance encore aujourd'hui et qui en aura toujours, je pense. Et voilà, donc la robustesse, qu'est-ce que c'est? La robustesse, c'est la capacité à résister à une perturbation. Donc ça peut être, comme je disais, une inondation, une sécheresse, sans trop changer. Alors, sans qu'il y ait trop de... on résiste sans changement. Alors que la résilience, c'est la capacité à se reconstruire et à rebondir après une perturbation. Donc on peut dire qu'un système qui est robuste, il encaisse sans broncher, et un système qui est résilient, il plie mais ne rompt pas. Un petit peu comme le chêne et le roseau. Le chêne, il est robuste, il est bien ancré, il est là, il est robuste, et il tombe pas quand il peut y avoir du vent, il va pas bouger. Alors que le roseau, lui, il est un petit peu moins robuste, mais il est quand même résilient. Il va plier sous le vent, mais ça veut dire qu'il va aussi résister à des plus grandes rafales de vent, et après, au final, il va revenir sur la position initiale. Ouais. Donc voilà, ça c'est vraiment la différence entre robuste comme un chêne et résilient comme un roseau. Mais en fait, c'est pas... Comment dire ?
On va prendre l'analogie de l'arbre et de la forêt. Donc tu as un arbre et tu as une forêt. Dans l'idéal, dans la nature, ce qu'il y a, c'est que les arbres, ils sont plutôt, on va dire, résilients. Dans l'ensemble, ils sont résilients. C'est-à-dire qu'ils sont capables euh, de résister à certaines perturbations. Et c'est grâce à leur résilience, donc c'est grâce au fait qu'ils sont résilients, hein, un peu comme le roseau, qu'ils arrivent à encaisser certains chocs, qui fait que la forêt, elle, va être robuste. Et en fait, c'est ça toute la grande différence entre résilience et robustesse. On va voir aussi qu'il y a des choses qui lient la résilience et la robustesse. Il y a des liens entre la résilience et la robustesse pour que ça fonctionne. Mais déjà, le premier lien, c'est que grâce à la résilience de l'arbre dans la forêt, eh ben, la résilience de chaque arbre, il y a aussi, on verra, on va en parler tout de suite, il y a la coopération aussi qui est importante, mais on verra un petit peu plus tard dans ce podcast. Mais grâce à la résilience de l'arbre, eh ben, la forêt est robuste. Et c'est ça, cette vision qu'il faut avoir de ton jardin. Il faut arriver à prendre un petit peu de recul. Et la robustesse, si tu veux l'appliquer dans ton jardin, il faut avoir une vision un petit peu plus, une vision d'ensemble, une vision systémique. Et c'est justement ce qu'offre la permaculture. Et le design est aussi juste, même si on enlève tout ça, design, permaculture, tout ça, mais juste le fait de se poser et de réfléchir un petit peu avant d'aménager son jardin, eh ben, c'est ça aussi qui va où tu vas pouvoir intégrer plus de robustesse dans ton jardin. Un exemple, tu as un champ de monoculture et le fameux jardin hyper bien aménagé en permaculture, hyper résilient. Et voilà, on peut, quand tu compares les deux, le champ agricole en monoculture intensive, il va être robuste. À court terme, tout va bien se passer. Au niveau individuel, chaque plante sélectionnée, elle va résister à la sécheresse. Elles sont sélectionnées pour résister à la sécheresse. Elles sont sélectionnées pour résister aux maladies. Tout va bien. Mais collectivement, elles sont peu robustes en fait. Elles sont pas du tout robustes. Parce qu'en fait, s'il y a un nouveau parasite, un nouvel insecte ravageur qui vient et la plante, elle n'était pas adaptée à cet insecte, ou s'il y a une tempête ou autre chose, en fait, toute la culture, elle est fichue. Donc, la monoculture, c'est bien, c'est efficace, c'est productif, mais c'est pas du tout, c'est robuste. À l'échelle individuelle, chaque plante, elle est robuste, mais dès qu'il y a un problème, une perturbation, et ben paf, là, au niveau collectif, bah, en fait, tout s'effondre et on n'a pas de robustesse collective. Donc, on va parler manque de robustesse collective, quoi, en gros. À l'inverse, si on prend un jardin diversifié, résilient, bien pensé, bien aménagé en fonction des différents problèmes qui peuvent intervenir, et bah, du coup, s'il y a un légume qui a un petit problème avec un nouveau parasite, si finalement il gèle après les seins de glace, eh ben, il y a une plante qui va au niveau individuel ne pas être suffisamment robuste, mais le fait d'avoir de la diversité, et c'est là qu'on va voir, qu'on va bientôt introduire cette notion de coopération et d'autres notions, mais s'il y a de la diversité, voilà, s'il y a une plante qui meurt, c'est pas grave, le système dans son ensemble, il est adapté, certaines autres plantes, certaines autres, d'autres éléments du système sont adaptés aux gelées tardives ou à ce nouveau parasite, et du coup, ça va pas compromettre le système complet, et du coup, ton jardin, il va avoir un petit trou quelque part, mais il va quand même continuer à produire, et donc voilà. Ça, c'était un petit peu pour l'introduction. Donc, comme tu l'as vu, c'est un podcast qui est un petit peu compliqué, on va dire, mais c'est important de comprendre tout ça. On va essayer d'aller un petit peu plus loin dans tout ça. On va essayer d'être aussi un petit peu plus léger.
Et voilà, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Tu peux aussi réécouter certaines parties du podcast ou remettre le podcast pour plus tard en favori. Et donc, on va continuer. Et on va parler des stocks masqués. C'est une notion que Olivier Amand a justement dans une interview de Thinkerview qu'il a donné à Thinkerview, il a parlé de ça, des stocks masqués, j'en parlerai un petit peu plus tard, mais en gros, c'est des réserves cachées qu'un organisme ou un écosystème garde en coulisses, on va dire, qui garde de côté, et qui sont vraiment utilisées qu'en cas de besoin urgent ou de crise. Donc voilà, c'est pas des stocks qui sont utilisés au jour le jour, mais si un jour il y a un problème, c'est des stocks qui sont là et qui permettent par exemple, prenons l'exemple qu'il a pris dans cette interview, c'est l'arbre. Donc l'arbre, il a des stocks masqués. Donc en gros, les arbres, ils ont dans leur tronc, et aussi dans leurs racines, dans les feuilles aussi, mais ils ont surtout dans leur tronc une grande réserve de nutriments, d'eau, de sucre, voilà, une grande réserve qui leur permettent de survivre en cas de coup dur. Donc c'est vraiment un petit stock secret. Il ne s'en sert pas. Mais si par exemple un jour il y a la foudre qui s'abat sur cet arbre et qu'il ne reste plus qu'une petite partie du tronc à la base, eh ben, il est capable d'aller prendre dans ce stock de réserve et de commencer à faire des nouvelles feuilles, des nouveaux bourgeons, des nouvelles feuilles. Et ces feuilles, elles vont commencer à faire de la photosynthèse et ainsi elles vont réalimenter ce stock et ça va servir à faire des nouvelles feuilles, des nouvelles branches, nouveaux bourgeons, tout ça. Donc, grâce à ce stock que l'arbre n'utilisait pas, eh ben, il peut, en cas de coup dur, en cas de foudre qui s'abat sur lui et il ne reste plus qu'un morceau du tronc, il est capable de repartir et de faire de nouvelles branches. Et donc voilà, ça c'était pour le stock caché. Ça peut aussi faire penser, par exemple, tu as les chameaux qui ont de l'eau dans leur bosse pour pouvoir marcher de longues journées, plusieurs jours dans le désert sans boire. Et ils peuvent taper dans leurs réserves d'eau. Il y a aussi les écureuils, on en a souvent parlé, qui cachent des noisettes tout l'hiver, et surtout à l'automne. Et comme ça, ils ont plein de réserves cachées de noisettes un petit peu partout. En cas de coup dur en hiver, quand ils n'ont pas assez de nourriture, et ils peuvent retrouver certains endroits où ils ont caché des noisettes. Et il n'y a pas aussi que les animaux, il y a aussi les êtres vivants comme les arbres, et il y a aussi la forêt qui est plus un ensemble d'un écosystème. Même l'écosystème de la forêt, il va emmagasiner le but c'est vraiment d'emmagasiner un humus, de créer de la matière organique pour avoir un humus qui est riche et qui sera utilisé pour les plantes. Même des fois, dans l'humus, tu as des nutriments qui ne vont pas être utilisés pendant de longues années, des dizaines, voire des centaines d'années. Puis, ce sera peut-être pour les générations futures. Enfin voilà, c'est vraiment un écosystème qui fait que qui stocke aussi, qui fait cette notion de stock caché et stock masqué pour augmenter cette résilience en cas de pénurie, en cas de choc. Voilà, il y a toujours quelque chose sur quoi compter. Donc comment on va appliquer ça au jardin en permaculture? Et ça revient à une conférence qu'a fait, c'est même pas une conférence, c'est carrément un cours de permaculture qu'a fait Bill Mollison. Je ne sais plus où exactement, mais voilà, il a fait le cours de permaculture. Il y a plusieurs vidéos disponibles, je pourrais te les mettre. Si ça t'intéresse, dis-le moi en commentaire, je te mettrai les liens pour retrouver ces vidéos. Et donc, il dit que la première chose à faire dans un jardin, c'est de stocker l'énergie. Donc, ça va être le soleil, l'eau, etc., les nutriments, tout ça. Donc, vraiment, c'est limite la seule chose à faire dans un jardin, c'est de trouver des manières de stocker l'énergie. C'est pour ça que je te disais, même j'ai envie de rajouter sur ce que je te disais au début du podcast, est-ce que toi, ton jardin, il est résilient face à des perturbations? Mais voilà, maintenant, nouvelle question. Est-ce que ton stockage d'eau, est-ce que toi, tu as des... on verra peut-être plus tard pour les questions, mais en gros, tu as 3
je vais te donner trois manières de penser le stockage. Et donc, tu as le stockage de l'eau. Et on stocke l'eau dans le sol, pas tout le temps, mais on peut stocker l'eau dans le sol en ralentissant l'eau. Euh, tu as différentes manières, je ne vais pas revenir là-dessus dans ce podcast. Tu as les courbes de niveau, tu peux faire des zones de culture dans les courbes de niveau pour justement ralentir l'eau. Tu peux aussi faire des barrages de castor mimétiques pour, si tu as un cours d'eau qui passe, bah, le fait de ralentir l'eau, soit avec un barrage, soit avec un étang, soit avec une mare ou autre, eh ben, tu peux ralentir l'eau et du coup, le fait de ralentir l'eau, eh ben, tu vas recharger les nappes phréatiques et au bout d'un moment, les nappes phréatiques vont remonter et elles vont humidifier tout ton terrain et même inonder le voisin. Donc aussi, il faut faire attention quand on joue avec ça. Mais déjà, à petite échelle, on peut faire pas mal de choses. Et puis, c'est pas irréversible. Hein. Il y a toujours des moyens de renverser la tendance. Et donc voilà, mais tu peux déjà, donc, pour ralentir l'eau, un truc tout simple, c'est que tu peux déjà améliorer la structure de ton sol en apportant de la matière organique en général, hein, compost, fumier, feuilles mortes, etc., etc. Tu peux aussi rapporter du paillage avec du foin, de la paille. Voilà, le but c'est vraiment d'apporter de la matière pour structurer, pour améliorer la structure de ton sol. Et un sol qui fonctionne bien, bah, il fonctionne un petit peu comme une éponge et automatiquement il va mieux retenir l'eau. Quand il va pleuvoir, il va garder l'humidité. Et en période sèche, eh ben, ça va permettre de tenir plus longtemps, d'être plus et en plus, un paillage, ça va aussi empêcher l'évaporation de l'eau. Donc voilà, ça a vraiment plein de bénéfices. Autre chose, pardon, euh, tu peux aussi donc la matière organique et le compost. Donc un sol qui est riche en compost et en humus, il contient, comme je disais par rapport à la forêt, il contient un stock de nutriments. Donc tous ces nutriments ne sont pas forcément utilisés tout de suite par les plantes, mais ils sont quand même là. Certains de ces nutriments vont être utilisés tout de suite, mais ils sont quand même disponibles et si ils ne sont pas utilisés, eh ben, en cas de stress, ben, y aura toujours un stock qui sera là pour soit des nouvelles plantes, soit justement après un stress aussi, bah, la plante pourra puiser dans ses nutriments. Donc c'est bien d'avoir toujours un peu plus de nutriments, donc pas hésiter de toujours apporter de la matière organique, du compost, pas tous les jours, mais assez régulièrement, pour pouvoir avoir un bon stock de nutriments, avoir un sol riche, bien structuré. Et voilà. Et la troisième chose pour t'inviter justement à stocker, continuer à stocker cette énergie, c'est de diversifier les cultures. Donc la diversité en elle-même, c'est un stock qui est masqué. Quand je parle de diversité aussi, ça peut être de biodiversité. Donc ça peut être euh, le fait d'avoir plusieurs variétés de plantes, le fait d'avoir des plantes vivaces, des arbres, des légumes, des herbes, des mauvaises herbes, des plantes comestibles sauvages, d'avoir un maximum de diversité dans ton jardin, en soi, c'est une réserve, un stock masqué, un stock masqué comme je disais. Et voilà, s'il y a une année qui est un peu trop sèche, eh ben peut-être qu'il y a plein de plantes qui vont sécher, mais tu vas avoir, si tu as laissé des plantes sauvages par exemple, ou si tu as des vivaces ou des plantes qui sont un peu plus résistantes, des variétés plus résistantes, ou même tout simplement des espèces plus résistantes que d'autres, etc., eh ben automatiquement, tu vas avoir, comme je disais, bah, un trou dans tes récoltes, dans tes plantes, mais d'autres plantes vont quand même continuer à produire de la nourriture. Et voilà, c'est pareil aussi avec les insectes. On appelle ça aussi tout ce qui est plantes, enfin les insectes qui vont être bénéfiques, comme par exemple les pollinisateurs, comme par exemple les lézards qui vont manger les limaces, et plein d'autres, même des animaux que tu peux aussi intégrer dans ton jardin, comme les poules, les canards coureurs indiens, etc. etc. Donc pareil là, c'est aussi une diversité qui va rendre ton jardin plus résilient et même plus robuste dans son ensemble. Et après, les espèces, voilà, comme je disais, il y a une coopération
une sorte de coopération qui se fait entre les espèces, comme des plantes qui vont faire de l'ombre à d'autres plantes, qui vont plutôt qui vont créer des habitats pour certaines espèces de faune sauvage ou d'insectes pollinisateurs ou autres, qui vont aussi capter l'azote de l'air, comme les légumineuses, et qui vont stocker dans le sol de l'azote, et après le rendre disponible pour les autres plantes. Et donc, voilà. C'est comme ça qu'on en arrive à cette notion, comme j'en parlais un petit peu plus avant, de coopération. La coopération, c'est aussi la clé dans un système robuste. Le fait qu'il y ait une biodiversité, qu'il y ait de la diversité dans ton jardin, dans le système, c'est bien, mais il y a aussi une coopération, et c'est ça qui va aussi rendre ton système robuste, pardon. Et aussi la notion de redondance. Donc en gros, la redondance, qu'est-ce que c'est ? C'est en gros, en permaculture, on dit que chaque fonction importante du jardin, donc une fonction, ça va être la fertilité, ça peut être l'eau, voilà, il y a plein de fonctions différentes, mais voilà, une fonction importante du jardin devrait être remplie par au moins 2 éléments. Et aussi, il y a le truc qui dit que chaque fonction est remplie, chaque fonction est remplie par plusieurs éléments, et chaque élément remplit plusieurs fonctions. Mais voilà, il y a aussi ce truc-là où quand tu crées un design en permaculture, eh ben, tu définis des fonctions importantes pour ton jardin, et tu cherches un maximum d'éléments, au moins 2 pour chaque fonction, pour pouvoir justement être résilient, pour avoir cet effet de redondance. Donc par exemple, l'arrosage, l'eau, c'est une fonction importante. En général, dans tous les designs, on va avoir cette notion d'arrosage. Et on peut avoir donc plusieurs sources d'eau, plusieurs éléments. Donc ça peut être un récupérateur d'eau, ça peut être un puits, ça peut être un étang, etc. etc. Donc si il y a par exemple, si le récupérateur d'eau de pluie, je ne sais pas ce qui se passe, il est percé, il ne peut plus récupérer l'eau de pluie, eh ben, on a quand même le puits et l'étang qui sont là pour au cas où. Si notre puits, je sais pas, on a mis une pompe et tout, même si ce n'est pas les meilleures solutions, mais si par exemple la pompe, elle marche plus, on a encore le récupérateur d'eau de pluie. Enfin voilà. Le but, c'est vraiment d'avoir plusieurs éléments qui vont remplir une fonction. Donc, récupérateur d'eau de pluie, puits, étang, et tout ça, ça va permettre de remplir cette fonction de arroser, stocker de l'eau. Donc, pareil, ça peut être la même chose pour la fertilité du sol. Tu peux compter sur le compost, tu peux faire du compost, tu peux aussi cultiver des engrais verts, des plantes qui vont justement capter l'azote de l'air et le remettre dans le sol. Tu peux aussi récupérer du fumier ou avoir des animaux, comme on disait, et nourrir ton sol avec le fumier. Et comme ça, pour ton sol, la fonction de fertilité pour ton sol, elle est assurée par plusieurs éléments. Si ton composteur, je sais pas, t'as loupé ton compost, il te reste quand même le fumier, les engrais verts. Donc du coup, t'as plusieurs, tu restes robuste. Le système, ton jardin, il reste robuste parce qu'il ne dépend pas d'un seul élément. Et quand il lâche, c'est pas une chaîne unique, c'est pas une quand il y a un truc qui casse, il n'y a pas tout le système qui s'arrête, ça continue. C'est pas je sais plus comment on dit, mais un gros comme une chaîne, tu vois, comme le travail à la chaîne, comme on a fait des usines où il y avait tout simplement une chaîne, et dès qu'il y a un poste dans la chaîne qui lâche, toute l'usine elle est à l'arrêt, et il faut réparer cet endroit pour remettre en route le système à la chaîne, quoi. Donc là on est vraiment sur plutôt un système qui est, où il y a plusieurs éléments qui remplissent plusieurs fonctions, il y en a un qui lâche, c'est pas grave, ça continue. Bref. Ensuite, cette notion, j'en ai parlé dans un autre podcast, je sais plus lequel c'est, et je crois en plus que je crois que c'est un podcast où je parlais justement de faire un projet à plusieurs, comment est-ce qu'on peut s'organiser à 2 par exemple. Des fois on n'est pas tout le temps d'accord sur... c'est compliqué des fois si on a un jardin de projet, on n'est pas tout seul dans son jardin, ça peut être avec
son compagnon, sa compagne, en famille ou même en groupe pour un projet collectif. Et du coup, j'avais parlé de coopération et de compétition, mais je crois que je me suis un petit peu trompé, de coopération et de collaboration, pardon. Et justement, là, je vais te citer Olivier Amand dans son intervention sur la chaîne de Thinkerview. Et en fait, voilà ce qu'il dit, Olivier Amand. Il dit que la collaboration, c'est chacun qui avance sur son projet individuel et on espère que la somme des succès individuels fait un succès collectif. Et en gros, on dit que c'est gagnant-gagnant. Il y a toujours quelqu'un qui perd dans cette façon dans la collaboration. Donc la collaboration, c'est de la compétition qui ne dit pas son nom. Voilà. Après, il dit que la coopération, donc à l'inverse de la coopération, c'est l'objectif commun qui l'emporte sur les objectifs individuels. Donc dans une coopération, il faut aller parfois contre son objectif individuel pour atteindre l'objectif commun. Donc c'est une contre-performance individuelle au service de la robustesse du groupe. Et là, c'est là où commence à intervenir cette notion de coopération. Bref, il dit aussi que dans la nature, c'est très simple. Il y a compétition et coopération. Les deux sont présents, les deux sont là. Et le type de jeu collectif, compétition ou coopération, en fait, ça dépend de la quantité de ressources dans le milieu. Donc en gros, dans un endroit où c'est dans un lieu riche, en général, où il y a beaucoup de ressources, où la ressource est en abondance, il y a plutôt la compétition qui va s'installer. Et c'est ce qu'il dira juste après, c'est que dans un milieu où il y a très peu de ressources et justement qui est instable, où il y a beaucoup de fluctuations, bah là c'est plutôt la coopération qui va s'installer et prendre le dessus. Donc on va revenir à où j'en étais. Donc il y a la compétition et la coopération, les deux sont là. Donc après il dit que dans un milieu qui est riche en ressources, qui est stable, bon, c'est ce que je disais, les êtres vivants font de la compétition. Et dans un monde qui est pauvre en ressources et qui est fluctuant, où il y a des perturbations, comme dans ton jardin, s'il y a beaucoup d'orage, ou si tu as par exemple un jardin qui est où il y a une mauvaise exposition, qui est en pente, voilà, là il faut vraiment, si tu veux que ça fonctionne, il faut faire de la coopération. Donc, il dit que dans un monde qui est pauvre en ressources et qui est fluctuant, les mêmes êtres vivants font de la coopération. Donc tu mets des êtres vivants dans un monde où il y a beaucoup de ressources, ils se font de la compétition. Et le jour où il y a très peu de ressources, bah là, ils se mettent à faire de la coopération. C'est ce qui s'est toujours passé dans l'histoire de la vie, l'histoire de la Terre. Il y a eu des périodes de glaciation, il y a eu des périodes où il y a eu beaucoup d'espèces, des extinctions, quoi. Il y a eu les extinctions du vivant. Bah, à chaque fois, quand il y a eu des extinctions, bah, le vivant il a pu reprendre le dessus, il a pu se régénérer grâce à la coopération. Donc, il finit par dire que c'est le milieu qui, au premier ordre, va déterminer le type de jeu collectif. Dans un monde qui devient fluctuant, en pénurie chronique de ressources, ce sont les coopérateurs qui vont mieux s'en sortir. Donc, plus ton jardin est dans le modèle de la coopération, plus il sera robuste face aux problèmes qui, comme je disais, voilà, les gelées tardives, une sécheresse, un orage, une tempête ou autre. Et donc voilà. La nature, elle ne fonctionne pas donc uniquement sur la compétition, mais il y a aussi de la coopération. Elle renforce la coopération, elle renforce les écosystèmes. Et donc, quand on aménage notre jardin, on va chercher à imiter la nature, parce qu'on joue le jeu de la nature en fait. On ne peut pas jouer un autre modèle. On peut, mais le jour où il y a un problème, et dans la nature il y a souvent des problèmes, et surtout, voilà, des fois tout va bien se passer, des fois pendant 4-5 ans, et puis la 5e année, on va avoir une grosse période de sécheresse, il y a tout qui va crever, on va avoir aucune récolte, enfin on connaît le problème, je ne vais pas repasser une couche sur toutes ces problématiques, mais voilà,
quand on joue le jeu de la nature, quand on fait un jardin et qu'on veut qu'il soit productif, même dans 5 ans quand il y aura un problème, ou dans 10, 15, 100 ans, 150 ans quand il y aura eu le réchauffement climatique ou je sais pas quoi, ou un refroidissement, une glaciation, eh ben on veut aussi que notre système soit résilient le plus longtemps possible. Après, peut-être qu'au bout d'un moment, on ne pourra pas non plus être résilient jusqu'au bout, mais voilà, on cherche quand même à créer quand même ce stock, et la nature, elle a toujours créé ses stocks, et ce qui fait que même quand la Terre a été complètement gelée, ou il faisait très chaud, il y a toujours eu ces stocks cachés qui, au bout d'un moment, étaient là. Et quand il y a eu besoin de ces stocks, bah, en fait, voilà, tout est reparti de ces stocks masqués. Bref, je suis un peu parti dans tous les sens. Mais en gros, il faut comprendre que dans un système où il y a des fluctuations, où il y a des imprévus, eh ben, il faut installer la coopération. Et c'est comme ça que tu vas réussir à avoir un jardin qui soit toujours, chaque année, on va dire, chaque année, tu auras quand même ça sera productif, il n'y aura pas des années où tout va tomber à l'eau. Donc voilà, c'est ça qu'il faut chercher. Parce que tout change, et aucun élément ne peut survivre seul dans toutes les circonstances. Voilà, il faut vraiment qu'il y ait plusieurs éléments. Et donc voilà. Dans ton jardin, ce que tu peux faire, exemple concret, tu peux faire des associations de plantes. Il y a les guildes, les associations, les plants de compagne. Par exemple, la plus connue, c'est les Trois Sœurs, où tu vas planter du maïs, des haricots grimpants et des courges. Le maïs, il va servir à tutorer les haricots. Les haricots, ils vont fixer l'azote pour nourrir le sol. Et les grandes feuilles de courge, elles vont couvrir le sol et garder la fraîcheur. Et en plus, limiter la pousse des mauvaises herbes. Et donc voilà, les Trois Sœurs, ça marche pas tout le temps, mais quand ça marche, c'est cool. T'as aussi, moi j'avais inventé les Trois Sœurs de pot de fleurs avec la tomate, le haricot, et j'ai oublié la troisième. Bah oui, le tournesol. Donc c'était un peu de la syntropie que je faisais dans mon potager en pot de fleurs. C'est que je mettais donc un tournesol. Au pied de ce tournesol, je plantais une tomate. Et au pied de la tomate, je plantais des haricots. Et les haricots, ils venaient tutorer la tomate, la tomate au tournesol. Et du coup, c'était un petit peu les Trois Sœurs. Et en plus, le tournesol, j'avais commencé à cultiver du tournesol parce qu'il y avait énormément de chaleur sur ma terrasse, énormément de soleil. Et du coup, ça me permettait de faire de l'ombre à mes plants de tomates. Et du coup, j'avais un peu créé comme ça les Trois Sœurs de pot de fleurs pour ceux qui me suivaient à cette époque. Et du coup, voilà. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est aussi mutualiser les ressources, pardon. Donc, on va repartir sur l'exemple de l'eau. Imaginons que tu as une mare ou un bassin, et comme on disait, un élément, il doit avoir aussi plusieurs fonctions. Tout à l'heure, on parlait d'une fonction arrosage va être assurée par plusieurs éléments. Ça va être, on disait, donc le récupérateur d'eau, le puits, l'étang. Mais ce récupérateur d'eau, cet étang ou cette mare, par exemple, eh ben là aussi, elle remplit la fonction d'apporter de l'eau, l'arrosage, mais elle a aussi d'autres fonctions. Elle crée des habitats pour les grenouilles, pour les libellules. Les libellules, elles sont des alliés pour le jardinier, parce qu'elles mangent les moustiques. Et les moustiques, ils ne viendront pas emmerder le jardinier quand il viendra arroser son jardin avec l'eau de la mare. Mais aussi, ils mangent certains ravageurs. Donc, tu vois que aussi, le point d'eau, la mare, le bassin, l'étang, ce que tu veux, eh ben, lui aussi, il fait partie donc de plusieurs éléments qui remplissent une fonction. Mais lui aussi, il a différentes fonctions, comme par exemple, créer un habitat pour certains animaux, qui va faire que ça va limiter certains ravageurs, les moustiques, et aussi autour du bassin, eh ben, tu vas avoir un microclimat qui est plus humide. Pareil, le soleil, il va se refléter sur ton bassin, qui fait que ça va encore augmenter la chaleur, créer de nouveaux microclimats plus chauds. Enfin, voilà, il y a plein d'interactions, plein de fonctions différentes.
Tu peux aussi planter des arbres, des buissons près du potager pour couper le vent. J'ai fait un podcast là-dessus complet aussi pour comprendre comment on choisit l'emplacement d'un potager. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais tu dois retrouver dans ma liste de podcasts. Et donc voilà, quand tu pars le vent, c'est important en fait. Le potager, il a vraiment besoin d'être abrité du vent, donc il faut vraiment faire attention à s'il y a des courants d'air, essayer de planter une haie ou quelque chose. Ça peut être des fruitiers aussi, des plantes productives, mais des fois il faut être aussi prêt à sacrifier un petit peu de place pour justement couper le vent. Et donc voilà, après ça peut avoir plein d'intérêts. Les buissons que tu plantes, ils vont couper le vent, mais ils vont aussi attirer des oiseaux, qui vont aussi manger certains insectes, qui vont réguler les populations de différents insectes, qui vont en attirer d'autres. La haie, elle va produire aussi des feuilles mortes que tu vas pouvoir utiliser en paillage. Tu vois, il y a c'est tout ça en fait qu'on va chercher à comprendre, à essayer de créer quand on fait un jardin en permaculture. Tu vois, c'est toute cette vision-là qu'on essaye d'appliquer. Ensuite, une troisième coopération concrète dans ton jardin, ça va être donc les échanges entre les animaux et les plantes. Donc comme je disais, tu peux mettre des poules, des canards, des lapins, tu vois, tu peux avoir des animaux. Et ces animaux, ils peuvent, par exemple, manger les parasites, ils peuvent manger certaines limaces, ils peuvent fertiliser ton sol. Bien sûr aussi, ils peuvent aller arracher les plantes que tu as plantées, donc aussi ça peut créer des fonctions qu'on n'a pas vraiment envie d'avoir dans son jardin, mais ça aussi, on va essayer de le prévoir, on va essayer de faire en sorte de canaliser certaines fonctions, certaines choses qu'on n'a pas envie qui se passent dans notre jardin. On va essayer de faire en sorte qu'elles se passent à un endroit, mais pas à un autre, tout simplement avec des clôtures, par exemple. Et donc voilà, donc, ces animaux, ils peuvent être tout simplement utiles pour le jardinier, et le jardinier en échange, il lui fournit, il lui donne un petit peu de... Voilà, il est d'accord pour que ces animaux vivent dans le jardin, qui prennent certaines plantes, voilà, on peut leur donner aussi des restes de potager, et voilà, un espace pour qu'elles puissent gratter le sol, etc., etc. Donc voilà, il y a aussi une coopération qui peut s'installer entre le jardinier et la faune sauvage ou la faune qu'il a envie d'élever, comme les poules, les canards, tout ça. Bref, en gros, ce qu'on a vu, c'est que, en quelques phrases, on a compris qu'il y a une différence entre résilience et robustesse. La résilience, elle est souvent au niveau individuel, et la robustesse, elle est là parce que grâce à la résilience individuelle, on a un écosystème qui est robuste. Donc c'est vraiment complémentaire. Il faut être à la fois capable de tenir bon et d'être robuste, mais voilà, aussi d'être résilient. Donc voilà, on voit qu'il y a aussi un lien entre ces deux, grâce aussi, comme on disait, au stock masqué, l'exemple de l'arbre qui stocke dans son tronc des réserves au cas où. Et en plus de ça, on a aussi besoin donc de coopération entre les différents êtres vivants, et aussi de redondance, donc où il y a les fonctions qui sont assurées par plusieurs éléments, et chaque élément qui remplit plusieurs fonctions. Donc ce que je vais t'inviter à faire, c'est, j'aimerais que tu jettes un regard nouveau maintenant sur ton jardin. Prends un moment pour aller repérer dans ton jardin quels sont les éléments qui assurent la résilience, quels sont les éléments qui sont résilients. Où sont les stocks cachés dans mon jardin? Tu vois, tu peux noter, prendre ces questions et aller dans ton jardin, faire de l'observation et essayer de comprendre où est-ce qu'il y a de la résilience, quels sont les signes de robustesse, où sont les stocks cachés. Ça peut être de l'eau qui stagne à un endroit, ça peut être un compost, ça peut être même des graines que tu as dans ton atelier et qui traînent. Voilà, c'est aussi un stock caché que tu pourrais utiliser. Voilà, et tu peux aussi te demander, est-ce que par exemple tu vois des coopérations entre certaines plantes, des alliés au jardin aussi entre les animaux et les plantes ou autres. Et ça, pareil, tu peux le noter, avoir un carnet pour noter toutes ces choses.
parce qu'on croit qu'on va y penser. C'est un peu comme les semis. Au début, on sème, ouais, je me rappellerai ce que c'est, mais en fait, il faut toujours mettre des étiquettes parce qu'on ne se rappelle jamais de la variété ou de quand on a semé. Donc voilà, fais-toi un petit carnet d'observation. Pose-toi ces questions, où est-ce qu'il y a de la résilience, où est-ce qu'il y a de la robustesse, où est-ce qu'il y a des stocks cachés, est-ce qu'il y a de la coopération, si oui, quel type de coopération, etc. etc. Et voilà, je te propose aussi un petit défi. Cette semaine, qu'est-ce que tu pourrais ajouter pour faire un peu plus de redondance, un peu plus de coopération dans ton jardin, dans ton design. Est-ce que par exemple, je sais pas, est-ce que tu peux ajouter une nouvelle association de plantes? Est-ce que tu peux peut-être installer un récupérateur d'eau de pluie? Qu'est-ce que tu pourrais faire pour renforcer la résilience ou la robustesse de ton jardin? Donc je t'invite vraiment à faire ces exercices. N'hésite pas aussi à partager tes retours d'expérience, les idées que tu as eues dans les commentaires. Et puis aussi, petite annonce, dis-moi en commentaire si ça t'intéresse de participer à des ateliers en ligne. J'ai bien envie d'organiser des petits ateliers en ligne, en petits groupes, où on penche, tu viens avec ton design et on essaie de réfléchir ensemble à si tu as bien avancé sur ton design, on essaie de régler des problématiques ensemble. Donc si ça t'intéresse, on pourrait organiser ça en petit comité, en groupe, et réfléchir un peu sur les designs de chacun. Donc dis-le moi en commentaire si ça t'intéresse. Et puis oublie pas aussi que tu peux télécharger mon guide pour créer ton jardin comestible, autosuffisant, résilient, tout ça. Le lien aussi dans la description où tu trouveras ça sur mon site. C'est un PDF, un bon PDF où il y a vraiment, c'est le kit de démarrage pour démarrer ou redémarrer un jardin comestible, résilient, autosuffisant et robuste. Bref, sur ce, je te laisse et je te retrouve dans un prochain épisode. Salut!